Ils voulaient passer à la télévision pour être connus. Ils étaient maintenant connus pour être passés à la télévision. À jamais, ils resteraient les premiers, les pionniers. Delphine de Vigan est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau roman intitulé « Les enfants sont rois ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, ça sera Pomme avec Anxiété. Je suis tu comprendras comment t'y faire. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée. Tu apprendras, je sens ton cœur. Tu comprendras comment t'y faire. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames. Avant de partir, de te laisser tomber. Je ne peux pas mourir et tout recommencer. Je t'attendrai toujours derrière. Mais va-t'en, fais le détour, sois fier. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames. Chanson assez mélancolique d'une très jeune femme qui vient de voir son talent encore reconnu. Elle s'appelle Pomme et elle vient de chanter Anxiété. Et je me disais, Delphine de Vigan, que cette chanson évoquait peut-être une partie de votre enfance. Aviez-vous l'impression d'être protégée ou plutôt cachée ? Que l'anxiété fasse partie de mon enfance, il n'y a aucun doute, et je dois dire qu'elle ne m'a jamais quittée. C'est une des raisons pour lesquelles cette chanson me touche, cette anxiété insidieuse en fait, en effet, qu'on ne voit pas, qu'on apprend, avec laquelle on apprend à vivre d'ailleurs, et avec laquelle on peut vivre finalement assez bien, qu'on apprend à dissimuler, qu'on apprend à apprivoiser. Ouais.
Et d'où elle venait cette anxiété? Dans Rien ne s'oppose à la nuit, vous avez fait un travail généalogique, familial, très douloureux. Vous avez essayé de remonter les racines de la maladie de votre mère et vous êtes tombé non pas sur des paroles ou des confessions, mais sur des correspondances. Oui, ça a été toute cette recherche de Rien ne s'oppose à la nuit, d'essayer de à la fois de reconstituer finalement la vie de ma mère et en même temps de me rendre compte que je ne pouvais pas y avoir accès, que finalement l'histoire que j'allais raconter, elle serait forcément une forme de fiction. Ça serait forcément, ça ne pouvait être que mon regard finalement sur cette histoire, mon regard de petite fille d'ailleurs, mon regard de jeune fille, mon regard de femme devenue mère elle-même, etc. Et j'ai essayé de juxtaposer ces regards dans ce roman. Mais au fond, Et c'est au moment où vous êtes devenue mère vous-même que vous avez essayé de connaître la vérité sur votre propre mère et sur ce qui s'était passé. Oh, c'est surtout sa mort, c'est surtout son suicide en fait. Je crois qu'il y avait déjà ce désir d'écrire autour de ça, autour de cette famille, etc. Mais sans doute l'élément déclenchant, ça a été sa mort qui à la fois, m'a donné envie d'écrire ce livre et probablement m'a autorisé à le faire. Et aujourd'hui, avec le recul du temps, pourquoi est-elle morte? Oh là, ce serait difficile de dire en quelques mots. C'est tout. Ce livre. On peut relire votre livre aujourd'hui, Delphine de Vigan, à l'aune de toutes les histoires qui se passent depuis plusieurs mois, qui ont été lancées par le livre de Camille Kouchner, mais aussi par d'autres histoires qui nous sont rendues publiques pratiquement quotidiennement. Et j'avoue que quand on relit certains fragments de Rien ne s'oppose à la nuit, on se dit que peut-être l'histoire de votre mère qui a été violée par votre propre grand-père, et elle l'a écrit dans une correspondance que vous avez trouvée quand vous étiez une jeune fille, eh bien, le livre, je crois, n'a pas été compris pour ce qu'il était. Donc, il y a une écoute particulière aujourd'hui. Oui, sans doute, le livre aujourd'hui résonnerait d'une autre manière. Cette question, elle a pas été tellement évoquée. La question de l'inceste et de ce texte que ma mère a écrit quand elle avait une trentaine d'années, texte qui a précédé son premier internement, dans lequel elle a révélé ce moment de sa vie qui lui est arrivé. Elle l'a révélé en l'écrivant. En l'écrivant. Pas en vous le disant. Non, elle l'a écrit, elle a fait lire ce texte autour d'elle. Ça a été évidemment, ce texte est resté comme c'est une sorte de pierre irradiante dans toute la famille et ça l'est encore aujourd'hui, cette question de l'inceste dans une famille. On voit maintenant avec ces textes que vous évoquez à quel point le silence, à quel point le doute, à quel point toutes ces questions peuvent détruire une famille, peuvent en tout cas la miner de l'intérieur. Donc elle était pour moi au centre de cette démarche parce que c'était resté sous une forme de question, même si pour ma part j'ai évidemment une conviction, mais vous avez compris ce qu'elle avait écrit quand vous aviez 16 ans? En fait, moi j'ai lu ce texte, je devais avoir une douzaine d'années, donc ça a été effectivement très violent. Ce qui est incompréhensible, je pense, pour un enfant, c'est que les gens puissent continuer à se voir, c'est qu'on continuait à aller chez mes grands-parents, c'est que Elle avait pas peur, votre mère? Sans doute, elle avait peur. Ma mère, elle a été obsédée par cette question de la violence sexuelle. C'est quelque chose elle voyait des pédocriminels partout et elle était absolument extrêmement suspicieuse envers tout l'entourage, en fait. Elle l'est restée toute sa vie. Elle a été, je pense, profondément marquée par ça et ça a été vraiment quelque chose qui a été central pour elle. Mais je sais pas si vous avez écouté le podcast comment elle s'appelle, Charlotte Pudlowski. Oui. Qui parle remarquable podcast. Oui, remarquable podcast dans lequel elle raconte aussi que sa mère a été victime d'inceste et toute cette puissance du silence et du déni. Et la manière, elle le dit très très bien. J'ai oublié les mots, mais ça quand j'ai écouté ce podcast, ça a résonné pour moi d'une manière
très bouleversante. Comment finalement une famille se recompose avec cette révélation. C'est-à-dire à la fois comment on arrive à remettre cette révélation, cette dénonciation, comment on la remet à distance, parce qu'en fait c'est insupportable de penser ça. D'où le secret pendant longtemps dans les familles. Oui, le secret qui se reforme, qui se reconstruit, le déni se reconstruit. Je pense aussi à cette scène du film Festen qui est hallucinante de violence et en même temps de vérité. Donc c'est le film de Thomas Vinterberg où il raconte l'histoire de sa propre famille, voilà, et où le père violait ses enfants. Et donc le garçon révèle ça dans un déjeuner de famille. Il y a un moment évidemment d'effroi, de stupeur, de sidération. C'est atroce, ce moment est atroce. Et la conversation reprend. Et pour moi, c'est exactement ce qui se passe en fait dans les familles. C'est-à-dire que même quand l'inceste est dénoncé, c'est insupportable d'imaginer que la violence puisse exister dans la famille. C'est insupportable. Donc il y a quelque chose qui se reconstruit, qui se reforme pour que la famille puisse continuer à tenir debout, en fait. Et j'entendais votre émission il y a quelques semaines avec ce philosophe qui parlait de l'inceste et qui disait, au fond, ce qu'il nous faut admettre, c'est que la famille puisse être un lieu pas seulement de protection et d'épanouissement, bien sûr, ça l'est, mais puisse être aussi un lieu de destruction. Et ça, en fait, c'est inaudible. On a beaucoup de mal à admettre ça. Et ça met la révélation de l'inceste, ou ne serait-ce que son évocation, ou le dire, le doute, quand doute il y a, ça met tellement en danger la famille, et ça met tellement en danger chaque individu qui peut se sentir complice, alors qu'il ne l'est pas d'ailleurs, que c'est comme une bombe atomique, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que Camille Kouchner, qui est une sorte de victime collatérale finalement, elle raconte ça très bien. Mais aussi, elle raconte à quel point, de toute façon, le silence détruit de la même manière. Le silence détruit peut-être même plus encore, évidemment, que la révélation. Et vous, en avez-vous parlé à vos propres enfants, Delphine de Vigan? Oui, bien sûr, ça a été une question, mais de toute façon, je vais vous dire, dans les familles où cette question a été posée, ou dans les familles dans lesquelles l'inceste a existé, c'est là. Je vais vous dire, c'est quelque chose. Tout le monde sait. Ça se transmet. La peur, elle se transmet. Le rapport au corps. C'est quelque chose qui, je saurais pas vous décrire, mais qui a profondément marqué ma manière d'être mère, parce que ma mère vivait dans cette angoisse, parce que ma mère, je vous dis, continuait à avoir des pédocriminels partout. Donc forcément, si vous voulez, c'est un rapport au monde qui est particulier, et pour moi d'ailleurs, écrire Rien ne s'oppose à la nuit, c'était une manière de transmettre ça avec les mots. C'est-à-dire que je ne voulais pas l'avoir seulement transmis dans le silence, comme quelque chose un bagage que mes enfants porteraient sans en comprendre le sens ni la portée, et qu'à un moment donné, écrire ça, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et elles ne sont pas que positives, c'était leur donner des clés pour comprendre ce dont ils avaient hérité. Parce que malgré tout, le fait que ma mère ait écrit cette lettre, moi je crois je la crois, même si ça a été accueilli par certains membres de la famille comme peut-être une élucubration, un mensonge, de toute façon ça circulait dans la famille, et ça circulait comme un poison. Voilà. Mais ça circule plus maintenant ? Si, ça continuera, parce que bon, malheureusement, au moment où je vous parle, beaucoup des gens des frères et sœurs de ma mère sont morts, mais je pense que ça les a hantés, en fait, que cette question les a hantés, qu'ils pensent que ça ait eu lieu ou non. Ça les a hantés, ça les a abîmés. Et c'est comme ça, c'est un poison. Le silence est un poison aussi. Je me suis demandé si vous n'étiez pas devenue écrivaine à cause de cette lettre, à cause de la force des mots de votre propre mère. Non, sincèrement, je ne crois pas. Je pense que bien sûr que ça a fait partie de ma construction de jeune fille, et ça n'est pas rien. Enfin, voilà. Mais ça n'est pas seulement ça. Voilà. D'une manière générale, si vous voulez,
dans mon enfance et dans mon adolescence, les mots m'ont été très utiles. Enfin, les mots ont été plus que nécessaires. Pouvoir essayer de nommer ce qui se passait autour de moi, essayer de comprendre mes parents, pas seulement ma mère, à vrai dire, essayer de comprendre pourquoi ils étaient, ce qu'ils étaient, pourquoi ils agissaient comme ils agissaient, pouvoir mettre des mots sur ce qui se passait, ça m'a sauvée, en fait. Ça a été un point d'ancrage très très important. La trace, la transmission, la compréhension par les mots, c'est ce que vous faites depuis pas mal d'années avec de nombreux textes. Delphine de Vigan, je vous propose d'écouter la voix de Marguerite Duras qui va dire qu'elle est absente de sa vie à cause de l'écriture. C'est une archive INA du 28 octobre 1980. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. C'est un dépeuplement de la vie quand même. Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Sauf peut-être de l'amour de mon enfant. Et absente par rapport au... Absente, c'est comme ça, écrit tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas seulement quand on écrit. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais, dont on est complètement la proie, la victime. Enfin, c'est assez horrible, faut dire. Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. Vous savez, c'est ce que je pense. Puisque ce que vous mettez dans le livre, ce que vous écrivez, ce qui sort de vous, ce qui en passe par vous plutôt, puisque c'est ça, en définitive, le plus important de tout ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Si vous faites l'économie de ça en faveur de la vie vécue, vous n'écrivez pas. Nous venons d'entendre la voix de Marguerite Duras et effectivement ce dépeuplement de l'existence dont elle vient de parler, cet aparté infernal qui convoque toutes ces forces psychiques et mentales pour essayer d'en écrire et qui la vide littéralement à chaque fois qu'elle termine un texte. Est-ce que vous, Delphine de Vigan, vous avez choisi d'écrire et éventuellement de moins vivre? Est-ce que vous ressentez ce qu'elle vient de dire? J'entends et je ressens tout à fait cette exigence de l'écriture. Oui, cette exigence extrême de l'écriture, cette manière de se sentir parfois après un livre complètement vidé, un peu dépossédé de quelque chose. Mais je ne me reconnais pas forcément dans cette idée de dépeuplement, dans le sens où, pour moi, je dirais presque l'inverse, à dire vrai. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture est devenue une manière d'être au monde qui est au contraire comme une vie amplifiée. C'est comme si finalement cette part de moi que j'ai tellement détestée quand j'étais petite fille et quand j'étais adolescente, c'est-à-dire cette manière comme ça de prendre un peu les choses un peu tout de plein fouet, de ne pas parvenir à me mettre à la bonne distance et d'être toujours un petit peu trop en prise, un petit peu trop impactée, un petit peu trop perméable, un petit peu trop poreuse. Et ça n'est vraiment pas confortable en réalité. Donc cette manière de vivre qui est la mienne et dont d'une certaine manière je n'ai jamais réussi à me départir. J'aimerais pouvoir me mettre un tout petit peu à distance de ma propre existence. J'aimerais pouvoir dire ce qu'elle dit, mais au fond, l'écriture a donné un sens à ça. C'est-à-dire que écrire, ça rend acceptable et ça rend possible le fait d'être à ce point en prise avec le monde, en fait, avec
avec l'autre, avec de tout prendre tellement à cœur, de tout prendre tellement au sérieux, de tout, de manquer probablement de recul, de manquer de distance. Comme je n'ai pas trouvé un moyen d'améliorer ça, enfin sans doute quand même un petit peu, je pense au fil du temps, j'ai un peu progressé, si vous voulez, mais au fond, puisque j'écris et puisque l'écriture me permet de métaboliser cet état, d'en faire quelque chose au fond, et peut-être d'en faire quelque chose, même si ça n'est pas seulement évidemment cette vertu utilitariste qui m'intéresse, mais malgré tout, si vous voulez, ça me rend en tout cas possible et acceptable cette manière d'être dans la vie. Et moi, j'ai vraiment le sentiment d'être de plein pied dans la vie. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles je ne peux pas écrire tout le temps. En fait, contrairement à d'autres auteurs, je n'écris pas tout le temps. J'écris un livre et puis après, j'ai besoin de plusieurs mois sans écrire. Parce que aussi peut-être finalement cette frontière entre l'écriture et la vie, elle est très poreuse. Elle est pas, je sais pas très bien d'ailleurs la déterminer, même si je me définis d'ailleurs plutôt comme un auteur de fiction. La plupart de mes ouvrages sont des ouvrages de fiction. Malgré ça, si vous voulez, tout est métabolisé par l'écriture dans ma vie, mais je n'ai pas le sentiment que ça m'empêche d'être au monde. Au contraire, que ça me permet d'y rester, en fait. Il faut dire que depuis plusieurs livres, Delphine de Vigan, vous avez de la littérature une définition justement de transmission un peu sociétale, c'est-à-dire que certaines des thématiques que vous allez utiliser dans certains de vos récits et de vos fictions vont rejoindre des grands problèmes de société, et c'est d'ailleurs le cas pour celui-ci dont nous allons parler. Et je voudrais quand même parler de l'avant-dernier livre, Les Gratitudes, qui est un livre absolument magnifique, à la fois sur l'éloge du courage, l'éloge de l'âge, et aussi la possibilité pour des générations très différentes de s'entraider. À un moment où nous sommes encore en plein confinement, encore ce week-end, on a beaucoup entendu parler de la détresse qui est subie des résidents dans la plupart des EHPAD de France à cause de la reviviscence de ces nouveaux variants anglais, etc. On s'aperçoit que les EHPAD peuvent être des lieux de solitude extrême. Or, vous, Delphine de Vigan, vous êtes une spécialiste de la solitude et de la description de la solitude par les mots et par l'intériorité, comme si vous l'aviez vécu. Et dans Les Gratitudes, vous nous contez, parce que ça ressemble à un conte ou à une fable, c'est-à-dire l'irruption dans la chambre d'une résidente âgée, de quelqu'un qui est spécialiste du langage et qui va redonner confiance à la personne qui justement est en train de perdre son langage. Oui, tout à fait. C'est pas anodin pour une écrivaine de prendre comme sujet la perte du langage. Non, bien sûr, et c'est à la fois évidemment c'est très troublant. Enfin, c'est terrifiant pour moi et pour quiconque, j'imagine, de perdre le langage. Mais ces thèmes que vous évoquez, qui ont une résonance en effet dans notre société, et souvent voilà. Vous l'avez écrit bien avant les débuts de l'épidémie. Oui. Alors là, c'est vrai que par exemple en ce moment, Les Gratitudes, il vient juste de paraître en Espagne. Et les journalistes m'interrogent beaucoup sur cette dimension, cet éclairage qui a été malheureusement apporté par la crise sanitaire sur ces établissements. Mais si vous voulez, au fond, ce sont des questions souvent qui me traversent, qui me transpercent d'une certaine manière. Et là, en l'occurrence, cette idée d'écrire sur les liens, je l'avais fait avec les loyautés, et j'ai poursuivi cette recherche un peu avec les gratitudes sur ce qui fait de nous des êtres humains, sur la transmission, le partage, le fait d'être. Est-ce qu'on est capable de dire merci? Est-ce qu'on est capable de rester en lien? Voilà, c'est à un moment donné, ça me traverse moi, et puis à partir de ça, je vais fabriquer une histoire. Et c'est la même chose au fond pour Les Enfants sont rois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une image me heurte, me questionne beaucoup. Je me dis, mais un jour, je découvre des enfants à la télévision qui sont tout jeunes
qui sont accueillis comme des stars, comme les Beatles dans les années 60 dans un centre commercial, des très jeunes enfants. Je me dis mais qui sont ces enfants? J'en ai jamais entendu parler, etc. Et là je découvre, je comprends que ça. On parle des enfants influenceurs, qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de cet écosystème parce que c'est toute une économie au fond qui se construit autour de ces enfants. Et voilà, parce que ça me questionne, parce que ça me heurte, ma manière au fond de m'approcher de ce sujet, d'essayer de le découvrir, d'essayer de le comprendre, c'est le roman. Tout de suite, je me dis je vais écrire quelque chose. Et alors à ce moment-là, je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre, mais voilà, là ça rejoint cette idée un peu que pour moi l'écriture c'est une caisse de résonance au fond par rapport à ce que par rapport à ce que j'observe aussi, pas seulement par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'observe. Je vous propose d'écouter la voix d'Annie Ernaux, parce que contrairement à Annie Ernaux qui parle beaucoup d'elle et qui a créé un genre d'autofiction, finalement vous créez à partir des faits de la société des récits et des romans. Elle va parler de la honte. C'était au moment de la publication de ce livre, c'était au micro de Bernard Pivot, c'était le 24 janvier 1997. Cette première phrase qui ouvre la honte, c'est la phrase avec laquelle je me suis toujours dit à l'intérieur de moi-même cette scène depuis qu'elle a eu lieu un dimanche dans le mois de juin de mes 12 ans. Et j'ai essayé dans ce livre justement, de rester au niveau de la chose ressentie à cette époque-là, et non pas maintenant. Oui. Et non pas maintenant. Donc, de retrouver d'une certaine façon presque les mots, pas intégralement les mots de cette époque-là, mais les mots qui pouvaient rendre le plus la sensation. Oui. Alors, Annie Ernaux a une mémoire phénoménale. Elle est capable de la convoquer pour parler de ce qui s'est passé dans sa haute enfance, ou même quand elle était une petite fille, etc., etc. Elle a développé finalement une syntaxe, une grammaire. Elle a créé sa propre langue pour pouvoir nous dire finalement à travers sa propre histoire l'universalité. Et d'ailleurs, vous faites référence à Annie Ernaux et à ce livre magnifique qui s'intitule Nos années. Est-ce que vous ressentez, comme elle, le fait qu'il faut qu'à chaque thématique qui va être développée dans vos nouveaux romans, Delphine de Vigan, il faut trouver une langue? Oui, bien sûr. Et puis chaque roman a sa langue. Et d'ailleurs, Annie Ernaux, elle explique ça très bien dans un livre qui s'appelle le vrai lieu, le lieu unique, le vrai lieu, je crois. Sur l'écriture, en tout cas, à quel point chaque texte requiert sa propre langue. Peut-être justement pour accéder à cette universalité qu'ont ces textes, parce qu'au fond, elle parle d'elle, mais elle nous parle de nous. Elle parle de sa génération, elle parle de son milieu social. Elle parle d'une époque, elle parle, même si je compare pas du tout mon travail au sien, bien sûr, mais en tout cas, il y a pour moi cette exigence d'aller vers quelque chose d'universel, de partir en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de partir de l'intime du personnage, peu importe d'où vient ce personnage, de fabriquer un personnage auquel je vais tenter de donner chair, auquel je vais tenter de créer un destin, et que ce soit à travers ce personnage, en l'occurrence à travers les personnages de Clara et de Mélanie, par exemple, dans Les Enfants sont rois, voilà, d'appréhender effectivement l'époque, le temps qui passe, etc. Et il me semble que, enfin, en tout cas, c'est ce que je sais faire. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression d'arriver le mieux à faire. C'est de le faire à travers l'intime, comme si le petit bout de la lorgnette, de raconter l'histoire de ces femmes, de cette femme, Mélanie par exemple, qui a connu la télé-réalité quand elle était jeune fille, qui a été fascinée par Loana et par le Loft, de raconter l'histoire de cette femme et ce qu'elle va construire ensuite avec ses enfants. Il me semble que ça raconte peut-être mieux que tout
l'époque dans laquelle on vit, beaucoup mieux que si j'essayais, en tout cas je ne serais pas capable de le faire, mais que si j'essayais d'écrire une thèse ou un essai sur YouTube et les enfants influenceurs. Je crois que c'est aussi à travers le roman qu'on peut appréhender finalement le destin, la vie de l'autre et ce que ça signifie, enfin toutes les répercussions que ça peut avoir. Il me semble qu'on les appréhende d'autant mieux qu'on s'est attaché à un personnage et que on l'a vu vivre. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Delphine de Vigan. Ce n'est pas un hasard. Où vont les mots? C'est le titre de la grande Sophie, avec qui Delphine entretient toujours encore un compagnonnage musical et artistique, puisque vous faites partie des écrivaines de la scène contemporaine qui ne se contentent pas de publier des livres, mais qui en font aussi des performances. On écoute la grande Sophie. Où vont les mots quand ils tournent autour du pot, quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi, quand ils se perdent et reviennent, quand ils sont là éternels? Où vont les mots? Où vont les mots du toboggan vu d'en haut, ceux qui glissent sur ta peau, qui ne font plus écho, ceux qui se jettent contre un mur que tu prends dans la figure? Où vont les mots? Ceux qui s'imposent, dont on dispose, ceux qui nous soignent, ceux qui témoignent. Où vont les mots quand ils nous touchent en plein cœur, quand ils s'en donnent à cœur joie, j'en vois de toutes les couleurs, et quand ils restent murmures qu'ils ont la peau dure? Où vont les mots? Où vont les mots quand ils nous déshabillent, quand ils se mettent à courir au bout du stylo habit, quand ils savent qu'on les espère, quand ils nous jettent la pierre? Où vont les mots? Ceux qui résistent, qui se désistent, ceux qui résonnent et empoisonnent. Où vont les mots de ton sommet tout là-haut, quand ils te flattent et te bercent, puis retournent leur veste, quand ils te laissent un silence, un vide, une absence? Où vont les mots? C'est plus soutenu, puisqu'en fait, il fallait bien qu'ils montrent quelques photos, mais c'est ce que je dis, ils ont montré le meilleur du pire. Je veux dire, les photos pas belles qui étaient, c'était pire que... Quand ils étaient en bas de chez toi et tout, tu te sentais pas traqué? Non, ça n'a jamais été en bas de chez moi ou ce genre de choses. Je me suis pas jamais sentie traquée, parce que quand je voyais si je voulais faire une photo ou pas, de temps en temps, j'allais, vous la faites comme ça, la photo, comme ça, après on est tranquille. D'accord. C'est le secret. On n'aime pas ce reflet-là qui est dans les magazines, bien sûr, mais c'est ce qu'on est. Donc en fait, ils inventent pas, ils nous montrent. C'était pas non plus, c'était ma vie. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 4 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. C'était il y a 20 ans. Vous vous rendez compte, Delphine de Vigan? Oui, c'est fou. Vous le regardiez, Love Story? Ah oui, j'ai regardé Love Story avec vraiment assiduité et passion. Je dois dire avec déjà à l'époque plus ou moins le projet d'écrire sur la télé-réalité, qui est revenu d'ailleurs dans mon travail parce que j'en parle d'après une histoire vraie. La narratrice a un projet d'écrire un livre sur la télé-réalité. Donc voilà, ça a été une espèce de thème de serpent de mer. Mais c'est vrai qu'à l'époque du Loft, j'avais
eu vent de l'arrivée de la télé-réalité à travers un programme qui s'appelle Aventure sur le net, qui est en fait le premier programme de télé-réalité en France, mais qui a été diffusé sur TF6, une chaîne qui a disparu. Et j'étais fascinée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il faudrait analyser pourquoi. Déjà à l'époque, ça me fascinait. J'avais rencontré un des candidats de Aventure sur le net qui avait participé. C'était une émission d'enfermement aussi où des jeunes étaient enfermés dans un appartement, devaient se meubler et survivre grâce à Internet. Et voilà, l'émission a pas très bien marché. Et quand j'ai entendu parler que le Loft allait arriver en France, je me souviens que j'avais parlé à mon éditrice de l'époque de ce projet d'écriture qui lui semblait, semble-t-il d'ailleurs un peu étrange au départ. Malheureusement, voilà, c'était une époque où je travaillais encore en entreprise et j'ai pas eu le temps de vraiment développer cette idée. Mais j'avais gardé énormément de documents sur le Loft et j'ai suivi ça avec beaucoup d'assiduité. Il est question de Loana à l'intérieur de Les Enfants sont rois. Oui. Et quand on vient d'entendre la voix de Loana, quand elle dit tout de suite « je suis traquée », ce qu'elle dit ressemble furieusement à ce que dit le petit garçon qui va devenir grand à la fin de votre roman et qui va développer un syndrome peut-être de folie, en tout cas de se sentir réellement surveillé absolument tout le temps, jour et nuit. Oui, ce qui me fascine chez Loana, c'est qu'elle a toujours tenté et encore aujourd'hui quand elle en parle, il y a quelque chose qu'elle doit sauver. C'est-à-dire qu'elle dit toujours qu'elle veut jamais parler négativement finalement de cette aventure. Elle en parle toujours positivement, même si objectivement elle a été traquée par les paparazzi. En même temps, elle dit c'est notre vie, c'est pas un mensonge, c'est pas. Et oui, bien sûr, le syndrome de Truman Show dont je parle dans le roman, c'est un syndrome qui a été observé aux États-Unis il y a déjà quelques années, au moment d'ailleurs de l'apparition, de l'explosion de la télé-réalité. Et donc, alors aujourd'hui, on le rattache plutôt à des troubles psychiatriques déjà identifiés, mais il s'agit de personnes, de patients qui se sentent en permanence filmés, qui ont l'impression d'être dans un monde comme le fameux héros de The Truman Show, qui se sentent dans un monde où ils sont en permanence filmés, enregistrés à leur insu, et dans un monde où leurs proches seraient des comédiens payés pour leur donner la réplique. Même s'ils n'ont pas été piégés à l'intérieur d'un dispositif où on les a vus jour et nuit pour pouvoir les utiliser comme des appâts publicitaires. Ouais, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se perçoivent, c'est comme ça qu'ils se vivent. Ça veut dire que ce genre de maladie, le Truman Show, ça existe. Ça existe, non seulement ça existe, mais en plus ça peut atteindre des gens qui n'ont pas été des acteurs de films de télé-réalité. Oui, tout à fait. Alors votre livre, Delphine de Vigan, qui sort ces jours-ci, qui s'intitule Les enfants sont rois, et se déploie dans 2 temporalités. Une première qui se situe en 2019. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais elle ressemble furieusement à une histoire vraie. Vous allez nous dire si vous l'avez inventée ou si elle est vraisemblable. Et une deuxième partie qui se déroule en 2031. Ce que vous racontez, personnellement, je ne savais pas que ça existait. Vous allez mettre en scène et entrelacer subtilement un récit policier, un récit amoureux de la description d'une famille comme vous et moi aujourd'hui, qui a 2 enfants, qui a tout pour être heureuse. La femme de cette famille, l'épouse et mère de ces 2 enfants, va tout d'un coup, pour essayer de s'opposer à la mélancolie qui la guette d'être mère au foyer, va finalement développer sa web télévision et va utiliser ses propres enfants pour avoir de plus en plus justement de personnes qui la regardent. Comment et pourquoi est née cette histoire, et d'autre part, est-elle vraie ou vraisemblable? Cette histoire, elle est née, je vous ai dit, de cette émission que j'ai vue. Ensuite, j'ai commencé à faire un peu des recherches. Je suis tombée sur quelques articles. Il y en a eu quelques-uns dans la presse parce que à un moment donné, il y a eu tout ce débat autour d'une loi possible pour encadrer un petit peu l'activité des enfants influenceurs. Et donc voilà, en voyant quelques articles, je suis tombée sur les noms de quelques familles
en France et à l'étranger qui pratiquent donc ces vidéos sur YouTube. Donc pour dire de quoi il s'agit, ce sont essentiellement des vidéos d'unboxing, donc déballage de cadeaux. Ça a commencé comme ça pour toutes les familles. Donc il s'agit de déballer des paquets avec des jouets de marque, de friandises qui sont payés par les annonceurs publicitaires, qui sont fournis par les annonceurs publicitaires. Et ces vidéos qui correspondent sincèrement au fantasme de n'importe quel enfant. Quel enfant n'a pas rêvé de crouler sous une abondance de jouets et de friandises ou d'être enfermé dans un magasin de jouets. Ces vidéos font des millions de vues sur YouTube. Quand je vous dis des millions, c'est pas une exagération de langage. Certaines font 25 millions de vues. Or, si vous voulez, dans le monde entier, y compris en France. Dans le monde entier, oui, bien sûr, c'est aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, partout ce phénomène existe. Et donc, qui dit millions de vues dit monétisation, puisque donc aujourd'hui les vidéos sont monétisées sur YouTube à partir d'un certain nombre. Vous gagnez de l'argent si vos vidéos sont vues, voilà. Donc, de fait, ces parents qui ont commencé à mettre en scène leurs enfants sur YouTube dans ces vidéos ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Et j'y fais allusion dans le roman. Donc, ce jeune garçon qui s'appelle Ryan, qui est donc un jeune youtubeur qui doit avoir 8-9 ans aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, il est le youtubeur le plus riche du monde. Chaque année, cette activité sur YouTube représente à peu près 30 millions d'euros. Donc voilà. Et or, nulle part dans le monde... Sauf qu'il n'a pas son libre arbitre parce qu'il est complètement manipulé par ses parents. Bien sûr. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'en fait, ses parents... Après, moi, tout de suite vient l'idée du romanesque. C'est-à-dire, j'ai envie de raconter une histoire. J'ai envie de comprendre pourquoi une famille se met à consacrer sa vie entière à cette activité, puisque c'est le cas, à vrai dire, dans les familles dont je me suis inspirée en France et à l'étranger. La plupart du temps, ces familles abandonnent leur travail. Le père, la mère abandonnent son travail et se consacrent exclusivement à la chaîne YouTube, puisqu'elle rapporte énormément d'argent. Et puis pas seulement pour l'argent, si je vous ai bien lu, Delphine de Vigan, c'est pour un excès de narcissisme. C'est, je pense, je sais pas d'ailleurs si j'ai la réponse aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre. Effectivement, il y a probablement quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est la volonté d'exister, d'être vu, d'être reconnu, d'être plébiscité. Mais aujourd'hui, on vit tous comme ça. C'est pas simplement la minute de notoriété que nous vantait Andy Warhol, mais c'est beaucoup plus. Oui, c'est la société entière qui se trouve gangrénée par ce désir d'exhibition et cette nécessité presque vitale de l'exhibition. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut comprendre votre livre. Oui. Tout à fait. Et ça existe pour ses parents et ça existe. Il suffit de regarder Instagram ou de regarder YouTube pour voir qu'il y a quelque chose effectivement de cet ordre-là qui est à l'œuvre. En fait, c'est est-ce qu'on a besoin d'être vu? Qu'est-ce qu'on cherche au fond? Est-ce que c'est d'être aimé? Est-ce que c'est d'être rassuré? Est-ce que on ne croit qu'on existe que parce qu'on est vu? Aujourd'hui, c'est difficile d'exister sans être vu. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé d'entendre des gens qui me disaient mais tu ne peux pas continuer sans être présente du tout sur les réseaux sociaux si tu veux continuer à exister. Maintenant, il y a 1000 manières d'exister sur Instagram ou sur YouTube. Au fond, moi, ce qui me pose question, c'est pas tant d'ailleurs parce que après tout qu'on ait envie de se mettre en scène soi-même, et certains le font avec beaucoup de fantaisie, de créativité, de talent d'ailleurs, dans certains cas. Ça ne me gêne pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est effectivement un trait de notre époque. C'est indéniable, ce désir d'exposition, ce désir d'avoir une audience, d'avoir des fans, d'avoir un public. Notre société a créé ça. Notre société a fabriqué ce désir aussi. Mais au fond, c'est peut-être la marche du monde. Bon, ce qui me pose davantage question, c'est effectivement le fait de mettre en scène des enfants très jeunes en imaginant, voire en prétextant, dans certains cas, que c'est leur désir. Non, un enfant de 2 ans, il veut pas être une star de YouTube. Donc là, ça me pose plus question parce que de nouveau et d'une autre manière se pose la question du consentement. En fait, est-ce que nul n'est autorisé normalement? La loi interdit d'utiliser l'image d'un tiers sans son consentement. C'est passible d'une peine de prison et d'une amende. Or, est-ce que les parents
sont détenteurs de l'image de leur enfant, ou est-ce qu'ils en sont les protecteurs? A priori, ils devraient plutôt en être les protecteurs, effectivement. Ce qui me questionne et ce à quoi j'avais envie de m'intéresser encore une fois à travers le romanesque, bien sûr, et la fiction, c'était ce qui peut pousser ces parents d'une certaine manière à perdre pied. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, ils sont absolument persuadés qu'ils font le bien de leurs enfants. Si je mets de côté les aspects économiques, moyennant beaucoup d'argent, quand même, et qui peut-être dans certains cas sont majoritairement à l'œuvre. Mais je vous assure que pour m'être beaucoup documenté sur ces chaînes, à la fois en France et à l'étranger, il y en a bien pour lesquels on sent bien qu'au fond, ils sont persuadés qu'ils assurent l'avenir de leurs enfants. Qu'en fait, en faisant de leurs enfants des stars de YouTube, parce que de fait, ce sont des stars. Ces enfants, s'ils sortent dans la rue, il y a une émeute. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on les connaît pas. Mais si vous emmenez certains de ces enfants dans un centre commercial, je vous garantis que il y aura une émeute. Ils sont tout à fait connus, reconnaissables, etc. Et en faisant ça, ils sont persuadés qu'ils vont leur offrir un avenir magnifique. Enfin, voilà, au-delà des aspects financiers, que être connu, c'est finalement, que peut-on rêver de plus, que peut-on rêver de mieux à leurs yeux, hein, Et voilà, à travers le roman, j'avais envie d'essayer de comprendre cette illusion. C'est plus qu'une illusion que vous mettez en scène à l'intérieur de votre roman. C'est un véritable cercle d'enfermement psychique. Et intime, qui encage la personnalité, qui empêche le développement de la personnalité de ces deux enfants, et vous atteignez des zones de trouble de manière à la fois constructive, puisque vous utilisez quelquefois le registre du polar et d'autres, ce qu'on appellerait au cinéma la catégorie du drame psychologique. En exergue de votre livre, vous avez mis une citation glaçante de Stephen King qui dit « Nous avons eu l'occasion de changer le monde et nous avons préféré le téléachat ». Alors je vous propose d'écouter la voix de Stanislas Dehaene à propos de l'impact des écrans dans la vie quotidienne. C'est une archivina du 16 juin 2014 au micro de Mathieu Vidard, parce que votre livre, Delphine, aussi s'inscrit dans ce que vous faites depuis longtemps, c'est-à-dire quand même une dénonciation de certaines dérives de notre société de consommation. On n'a pas beaucoup de recul, on ne connaît pas grand-chose, on a des études de situations spécifiques, comme celle des jeux vidéo par exemple. Et même là-dedans, il y a une variété absolument énorme. Et je voudrais dire tout de suite d'ailleurs, dans ce que j'entends, que je pense pas que les jeux vidéo soient des situations où on est asocial, pas du tout. C'est-à-dire pareil d'ailleurs pour les SMS, ce sont des situations au contraire d'hyper-socialisation, où on dialogue avec les autres, on a des équipes à gérer. Je suis pour ma part persuadé, mais il faudra attendre les études, qu'il y a une forme de développement de ce qu'on appelle le cerveau social, parce que c'est de la communication qui peut être simple, peut-être parfois extrêmement basique dans son contenu, mais c'est quand même la prise en compte des états mentaux d'autrui, dans une certaine mesure des émotions d'autrui. Par contre, ça passe évidemment par un langage, donc on n'est pas en face de la personne, on ne voit pas son visage la plupart du temps. Voilà, il peut y avoir dans ce cas-là des dérapages liés au fait qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de son cerveau social, n'est-ce pas ? On ne reconnaît pas les émotions de la personne, par exemple, alors que le propre du visage, c'est de communiquer énormément d'informations sur l'état mental de la personne. Alors là, on voit tout, on voit le visage, on voit le corps, et finalement, une des questions brûlantes posées par votre livre, qui détient un suspense. Il est bien entendu pas question ce soir de dévoiler ce qui va se passer à l'intérieur de la construction romanesque des Enfants sont rois, mais ce qu'on peut dire, sans porter atteinte au plaisir des lectrices et des lecteurs, c'est que ces enfants vont être désinvestis en tant que sujet, vont devenir l'objet du désir de leur propre mère, qui elle-même n'a pas de désir. Donc, de toutes les façons, la dérive sociale, sociétale et psychique va vers un effondrement.
Oui, c'est effectivement une manière sombre de le dire, mais vous avez raison dans le sens où voilà, cette femme pour moi, elle à un moment donné, elle se prend les pieds dans son propre tapis. Elle est prisonnière de quelque chose qu'elle a construit. Encore une fois, pensant pas de jugement dans votre livre. Non, je voulais l'éviter parce que je voulais pas avoir une position de surplomb par rapport à ce personnage et plutôt une fois encore essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre pour elle. Mais clairement, oui, il y a un moment où elle perd pied, où elle n'est pas du tout consciente de ce qu'elle est en train de fabriquer, de ce que ça suppose, de ce que ça impose. C'est-à-dire qu'en fait, ces enfants, ils sont élevés dans des préoccupations qui ne devraient pas être les leurs. C'est-à-dire ce désir de plaire, de répondre à des fans, de se comporter de telle manière, cette exigence qu'impose aussi la caméra quand elle est aussi présente. On n'est pas soi devant une caméra, on le sait bien. Dès qu'on vous met devant un objectif d'appareil photo, devant une caméra, on sait bien à quel point quelque chose tout de suite se décale. Et ces enfants qui sont là, voilà, dans cette espèce de préoccupation de self-marketing à un âge où ils devraient évidemment avoir autre chose à faire. Oui, bien sûr que ça a probablement un impact sur leur développement. Encore une fois, moi, mon outil de travail, c'est le romanesque, c'est d'inventer une fiction, c'est d'inventer une famille et de tirer les fils pour voir où ça les mène. Et j'avais besoin de ce personnage de Clara, cette femme policière qui va enquêter pour être un peu le personnage du Candide, en fait, qui va découvrir, et c'est à travers ses yeux qu'on va découvrir cet univers de YouTube qui est à la fois tellement exposé et tellement caché. En fait, c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que là maintenant que le livre commence à être un peu lu, les gens me disent mais ça existe, mais vraiment, et en fait c'est en 3 clics, c'est accessible. Donc c'est ça qui est assez fascinant. Merci infiniment Delphine de Vigan. C'est pas 3 clips, mais c'est 340 pages d'un suspense qui fait avec des beaux mots l'éloge de la beauté de l'enfance et de l'intégrité de l'enfance. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à vous. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. Had to come flip the script. Had a big bone to pick. Got the short end of sticks. So we made a fire dead. Let it burn to a crisp. Then that's a surefire flip. She's a boss, she's a... Take that as a compliment. I see I'm moving real low, believe I'm on a high note. Always leave it loyal, mama raised me thorough. Yeah, better wake up, it's on the way up. You ain't finna play her. Shawty gon' get that paper, shawty tongue rip like razor. Shawty got wit, got flavor, part of my and makeup. Pay her, dip it and hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper, pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Please proceed to light this bitch up. Life ain't fair, you fight for your cut. Think I spy your eye on my bucks. Great look, now the lion woke up. You ain't my crying, live in the money revent. I finally slipped, built on nobody's men. Nobody went in, contain what I'm bottling in. It's gonna be gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wit, got flavor. Part of my and makeup. Pay her, so I didn't hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper, pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me.
Merci encore Delphine de Vigan. Je rappelle que votre livre s'intitule Les enfants sont rois et qu'il vient d'être publié aux éditions Gallimard. Merci à Élise Christophe qui est à la régie technique ce soir, à Alexandra Brouillet, Céline Villegas, Élodie Royer. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Good Trip.